Bonjour à tous. Je souhaite depuis peu créer une chaîne YouTube en polonais sur l'effondrement. Vous visionnez à présent le prototype de l'épisode 2, empreinte écologique versus biocapacité. D'ici à quelques semaines, ce prototype sera traduit en polonais, tourné avec du matériel professionnel et un ami graphiste réalisera des animations de qualité. Pour l'instant, je ne fais que lire le script avec un PowerPoint enrichi d'icônes en arrière-plan pour donner une idée générale du concept. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos impressions, ce que vous aimez, pensez qu'il faudrait modifier et surtout si vous remarquez des erreurs factuelles. Merci et bon visionnage. La dernière fois, on a fait le tour des sujets qu'on va traiter sur cette chaîne. Aujourd'hui, je te propose de prendre de la hauteur et d'expliquer les théories collapsologistes. Tu parles vachement bien polonais, donc je le prends pas mal, mais collapsologiste, ça veut rien dire, hein. T'inquiète, je suis au courant, on va expliquer tout ça proprement. Ok, et on va parler de quoi? Alors, on va essayer de voir notre situation dans sa globalité. On ne va pas parler de problèmes spécifiques comme le changement climatique, la perte de biodiversité ou la raréfaction de certaines ressources. Dans cet épisode, on va surtout discuter de dynamique des systèmes et de la notion d'empreinte écologique et de biocapacité. Et on verra pourquoi ces éléments sont cruciaux pour se projeter dans un futur cohérent avec les lois de la physique. Oula, tu te souviens que je suis une brêle en physique, hein? Oui, oui, je me souviens, mais t'inquiète, on va garder les choses très simples. On va tout d'abord commencer par définir trois termes qui vont être importants dans cette chaîne. Collapsologie, effondrement et collapsologue. Le sujet dont nous allons traiter s'appelle la collapsologie. C'est un mot inventé par les auteurs français Pablo Servigne et Raphaël Stevens dans leur livre disponible en anglais Comment tout peut s'effondrer, paru en 2015. La collapsologie n'est pas une science, elle ne possède pas la rigueur méthodologique d'une science et ne permet pas de faire des prédictions testables. La collapsologie est plutôt un champ d'études transdisciplinaire qui regroupe tout ce qui touche de près ou de loin à ce qu'on va appeler l'effondrement. Servigne et Stevens la qualifient de main tendue à la science pour créer une thématique qui serait traitée scientifiquement. Quand on dit effondrement, il est primordial de comprendre qu'on va parler d'un processus qui peut prendre plusieurs dizaines d'années. L'idée est qu'il va y avoir un déclin énergétique et matériel inévitable couplé à une intensification des conséquences de nos pollutions, et l'effondrement se réfère à la perte de maîtrise et à la simplification de nos sociétés au cours de ce déclin. Enfin, le mot collapsologue désigne une personne qui étudie ou est intéressée par la collapsologie. Ouais. Alors, autant collapsologie et collapsologue j'ai compris, autant ton histoire d'effondrement reste quand même assez floue. T'as pas un exemple ou deux sous la main? T'as raison. Une définition de l'effondrement plus parlante a été donnée par Yves Cochet, ancien ministre français de l'Environnement en 2001. Il nous dit que l'effondrement est un processus, tu as donc bien ici à nouveau la notion de temps long, un processus après lequel les besoins de base ne sont plus fournis à une majorité de la population par des services encadrés par la loi. Les besoins de base se réfèrent ici à l'eau, la nourriture, le logement, l'énergie, la mobilité ou encore la sécurité. Oui, donc effondrement égale fin du monde en slow motion, quoi. C'est pas très optimiste comme vision de l'avenir. Alors non, c'est pas la fin du monde. Les collapsologues annoncent plutôt la fin d'un monde, d'un mode de vie. On parle ici de l'effondrement de notre société industrielle. C'est sûr que le sujet est pas très jojo, mais tu vas voir qu'il est difficile de qualifier les collapsologues de pessimistes. Et beaucoup d'entre eux se disent optimistes sur l'avenir, mais on en reparlera dans de prochains épisodes quand on abordera les solutions. Ah bah quand même, il y a des solutions. Ouais, te rejoue pas trop vite non plus. Pour ce qui est des exemples dans le passé, les empires mayas, romains ou égyptiens se sont effondrés. Plus récemment, l'URSS a connu dans les années 90 un effondrement partiel de rang 3 sur 5 selon Dimitri Orlov. Et actuellement, certains pays sont en état d'effondrement partiel ou complet, comme par exemple le Yémen, le Soudan, la Syrie ou encore le Venezuela. Plus d'infos en description. Oui, donc l'URSS s'est effondrée. Ouais, j'ai pas eu le mémo. Aux dernières nouvelles, c'est pas trop le chaos là-bas en ce moment. Alors, l'URSS ne s'est pas totalement effondrée, hein. D'après Dimitri Orlov, un effondrement structurel se fait en 5 étapes. L'URSS a connu un effondrement financier, commercial et politique, qui sont les trois premiers stades, mais n'a pas atteint l'effondrement social ou culturel. Je te mets plus d'infos en description. Et d'ailleurs, tu remarqueras qu'Orlov ne décrit pas l'effondrement écologique sur lequel on va se pencher aujourd'hui et qui pourrait être pensé comme se déroulant en parallèle de tous ces effondrements. Ok, notre société industrielle va connaître un effondrement écologique? Eh ben justement, on va en parler tout de suite.
Les collapsologues font le constat que notre civilisation est un flux qui transforme la nature en déchets. Et ce, entre autres, plus rapidement que la capacité de la planète à renouveler les ressources naturelles prélevées. Ah ouais, c'est pas ça genre le jour du dépassement? Genre on a consommé tout ce que la planète pouvait régénérer en un an? Ouais, c'est exactement ça. C'est la notion de biocapacité et d'empreinte écologique qu'on va détailler dans un instant. Depuis les années 70, l'empreinte écologique de nos sociétés est supérieure à la biocapacité de la planète. Ce que la collapsologie nous dit, c'est simplement que cette situation ne va pas pouvoir continuer très longtemps et que, à certains égards, ça a déjà commencé à ne pas durer. Pense par exemple à la pandémie de Covid, qui est une conséquence attendue de la perte de biodiversité et de la déforestation. La perte de biodiversité et la déforestation ont causé le Covid? C'est pas tout à fait ce que j'ai dit. La perte de biodiversité et la déforestation augmentent la fréquence de transmission de nouvelles maladies à l'homme. Par contre, le Covid lui-même n'est pas forcément dû à ça, mais on en reparlera dans les épisodes sur la biodiversité et la déforestation. Ah ouais, c'est comme avec le changement climatique en fait. Ça augmente le nombre de vagues de chaleur, mais on peut pas dire qu'il est responsable d'une vague de chaleur en particulier. C'est ça, t'as tout compris. Selon les collapsologues, nos sociétés vont traverser différentes crises au cours des prochaines décennies. Elles peuvent être d'ordre énergétique, matériel, climatique, sanitaire, économique, politique ou encore social, de plus ou moins grande ampleur, plus ou moins étalée dans le temps. Et une perte de maîtrise, locale ou globale, lors de ces crises s'appelle un effondrement. On va maintenant rentrer dans le dur du sujet de notre épisode et parler plus en détail d'empreinte écologique et de biocapacité. Il y a trois facteurs majeurs pour bien comprendre ces deux notions qui sont les ressources, les pollutions et les dégradations. L'empreinte écologique mesure notre impact sur l'environnement, c'est-à-dire les ressources prélevées, les pollutions émises et les dégradations perpétrées. De l'autre côté, il y a la biocapacité, c'est-à-dire la capacité qu'a l'environnement à renouveler les ressources prélevées, à absorber nos pollutions et à réparer les dégradations qu'il a subies. Pour imager tout ça, on va prendre un exemple concret. Un lac rempli de poissons dans lequel chaque année 50 poissons apparaissent et 50 disparaissent. Peu importe la raison, hein. Ça peut être parce qu'ils ont été pêchés ou parce qu'ils sont trop vieux ou autre. Ce qui est important, c'est que la population est stable. On dit alors que notre système est à l'équilibre. Dans notre exemple, la nature fournit une ressource renouvelable, des poissons. Cette ressource a un taux de renouvellement de 50 unités par an, c'est la biocapacité du système. L'empreinte écologique peut se comprendre ici comme le nombre de poissons attrapés chaque année. Maintenant, est-ce que tu penses qu'il est possible de pêcher plus de 50 poissons en un an? Bah, il y a 50 poissons par an, il y a 50 nouveaux poissons par an, mais il y en a beaucoup plus dans le lac, donc oui. Par exemple, ce serait pas cool, mais on pourrait très bien pêcher les bébés poissons et quelques par an. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'il se passe l'année d'après au niveau du nombre de nouveaux poissons? Hmm, il y a moins de par an, donc logiquement, ça devrait baisser. Exactement. On observe ici deux éléments cruciaux. Tout d'abord, l'empreinte écologique peut dépasser la biocapacité. En fait, c'est une histoire de flux et de stock. Il y a un certain stock de poissons dans le lac et un flux de nouveaux poissons créés. C'est la biocapacité. On peut en effet prélever plus de poissons que le nombre de nouveaux poissons, ceci grâce au stock de poissons déjà présents dans le lac. Deuxièmement, lorsque l'on prélève plus de poissons que ce que la nature peut renouveler, c'est-à-dire lorsque l'empreinte écologique dépasse la biocapacité de notre système, cette biocapacité va s'affaiblir. En effet, comme tu l'as fait remarquer, le stock de poissons va diminuer et la biocapacité du lac, c'est-à-dire le flux de nouveaux poissons entrants, dépend de ce stock. En clair, moins de parents, moins de nouveaux poissons. Dernière question, penses-tu qu'il soit possible de pêcher plus de 50 poissons par an ad vitam aeternam? Bah non. Si je reprends ton exemple, bon, disons qu'il y a 1000 poissons dans le lac au départ, avec 50 nouveaux poissons par an. Et chaque année, on en pêche 100. Bah, au bout d'un an, il en reste 900 plus les 50 nouveaux. La deuxième année, on en repêche 100, mais cette fois, il n'y a plus que 45 nouveaux poissons, donc on se retrouve avec moins de poissons dans le lac. En année 3, c'est la même. On pêche 100 poissons et il y a encore moins de nouveaux poissons, donc on se retrouve avec encore moins de poissons. Si on prolonge dans le temps, on voit bien que ça tient pas. Au bout d'un moment, on doit se calmer, sinon il y aura plus de poissons.
Et j'ajouterais même que si on veut que notre pêche devienne durable, tout en attrapant un maximum de poissons, il faut qu'on réagisse le plus tôt possible. Si on réagit tout au début, on pourra encore attraper 50 poissons par an. Mais si on attend quelques années, comme on a vidé le lac, le taux de renouvellement des poissons a diminué et donc on pourra en attraper beaucoup moins. Et bien ce que tu viens de dénoncer avec tes mots à toi est une des lois de la dynamique des systèmes. L'empreinte écologique ne peut pas durablement rester au-dessus de la biocapacité. Au bout d'un moment, elle doit repasser en dessous de cette dernière. Il est important de comprendre que ce que je dis là n'est pas une opinion personnelle, mais une loi physique qui, au contraire des lois humaines, elle, ne peut pas être violée. Dernière chose qu'on n'a pas évoquée, il nous est possible d'augmenter la biocapacité. Ah ouais? Comment tu fais ça? Imagine qu'on mette en place des conditions favorables à la reproduction des poissons, qu'on chasse leurs prédateurs naturels ou qu'on leur apporte à manger. Le taux de renouvellement des poissons, c'est-à-dire la biocapacité, augmentera. Par contre, ça ne change rien à ce qu'on a dit avant. L'empreinte écologique ne peut pas rester durablement au-dessus de la biocapacité, même si cette dernière augmente. Ok, tu peux pas résumer tout ça un petit coup, STP? Tout à fait. Nous avons un lac qui possède une capacité limitée à absorber diverses pollutions, réparer des détériorations et surtout à renouveler une ressource dont les humains dépendent, des poissons. Les humains vont attraper de plus en plus de poissons jusqu'à ce que leur empreinte écologique dépasse la biocapacité du système, c'est-à-dire jusqu'à pêcher plus que ce que l'environnement peut renouveler. Malgré le fait que nos sociétés puissent augmenter la biocapacité via divers mécanismes, cette dernière va inéluctablement finir par décroître. En effet, à cause de la surpêche, le stock de poissons dans le lac diminue et donc le nombre d'accouplements et donc le nombre de nouveaux poissons injectés dans le système. On a aussi dit que notre empreinte écologique devra repasser en dessous de la biocapacité. C'est une certitude physique. On ne peut pas, ad vitam aeternam, pêcher plus rapidement que la vitesse de renouvellement du stock. Si l'on tarde trop, la population de poissons va être sérieusement affaiblie, voire même s'effondrer, et les humains qui en dépendent pour se nourrir suivront pas longtemps après. Ok, et pourquoi on pourrait pas bouger vers un autre lac ou cultiver des céréales? Je te rappelle que notre lac est une métaphore qui représente la planète Terre, et aux dernières nouvelles, la biocapacité de Mars ou Vénus est nulle. Il n'y a pas d'autres lacs ou d'autres sources d'alimentation. Tout ce que l'on peut faire, c'est extraire notre subsistance de l'environnement qui se limite à notre petite planète bleue. Ah oui, autant pour moi. À présent, je te propose de sortir de notre exemple pour s'intéresser à la situation au niveau planétaire. Pour qu'il y ait un effondrement écologique, il nous faut trois éléments: une forte croissance de l'empreinte écologique, un dépassement de la biocapacité de la planète et une certaine inertie sociétale qui nous empêcherait de repasser volontairement en dessous des limites planétaires. Bon bah pour la croissance, je pense que c'est plié, hein. C'est le truc qu'on recherche à tout prix depuis plus d'un demi-siècle. Alors, il est encore un peu tôt dans la chaîne pour affirmer que croissance économique égale croissance de l'empreinte écologique, mais dans l'idée, oui, c'est ça. Pour produire plus, il nous faudra prélever plus de ressources, ce qui engendrera en première approximation plus de pollution et plus de destruction. Mais plutôt que de trancher ce débat dont on aura l'occasion de reparler par la suite, je voudrais te montrer ces deux graphiques qui sont issus d'une étude intitulée La Grande Accélération. Oula, on voit pas grand-chose sur ton truc. Tu vas voir, les détails sont pas très importants, c'est surtout la tendance générale qui va nous intéresser ici. Tu peux voir sur la gauche la croissance fulgurante de différents critères comme la population mondiale, le PIB, la consommation d'énergie, d'engrais, d'eau ou encore l'explosion du transport ou du tourisme international. Sur la droite, tu as la réponse du système Terre avec une forte augmentation de diverses pollutions comme les gaz à effet de serre, de la température moyenne à la surface de la planète ou de l'acidification des océans ou encore de la dégradation de la biosphère terrestre. C'est quoi ça, la dégradation de la biosphère terrestre? Le fait qu'on soit en train d'exterminer le vivant. Oula, attention à tes choix de mots quand même. Exterminer, c'est vraiment violent. Alors, on en reparlera dans l'épisode sur la biodiversité et tu te feras ta propre opinion, mais on a réussi à buter 68% des vertébrés en 50 ans. Ça veut dire 68% des mammifères, poissons, oiseaux, reptiles et amphibiens. Si c'est pas une extermination, je sais pas ce que c'est. Soit dit en passant, le maximum de capture marine a été atteint en 1996.
Je sais pas si c'est parce qu'on a mis en place des réglementations ou si c'est parce que les océans sont vides, mais le fait qu'on ait dégommé 90% de la biomasse des gros poissons en 70 ans me laisse à penser que c'est plutôt la deuxième option. Je te sens un poil vénère. Désolé, je m'égare. Bref, ce qui nous intéresse sur ces graphiques, c'est que depuis 1950, tout part en exponentielle. C'est ce qu'on appelle la grande accélération. D'où le nom de l'étude. Coïncidence? Je ne pense pas. En effet, ils se sont pas trop fait chier pour le nom, mais pour une fois que des scientifiques font une étude avec un nom stylé, on va pas cracher dessus. Je te mets le lien de l'étude dans la description si tu veux te faire peur. Bon, la croissance, on l'a. Maintenant, les limites. On a dit qu'on était au-dessus, non? Dans le mille. Voici un graphique du Global Footprint Network, l'organisme qui a inventé la méthode de calcul de l'empreinte écologique. Depuis les années 70, nous avons dépassé la biocapacité de la planète, c'est-à-dire que l'on prend plus à la nature que ce qu'elle nous rend, on détruit plus que ce qu'elle peut réparer et on pollue plus que ce qu'elle peut absorber. Et actuellement, on consomme 1,7 planètes par an. Bah, la biocapacité est pas censée descendre quand on passe au-dessus? Très bonne remarque. En effet, elle descend, mais sur ce graphique, elle est normalisée à 1. Ça veut dire qu'on considère qu'elle est fixe pour pouvoir la comparer à l'empreinte écologique. Si tu veux des données par pays ou au niveau mondial, je te mets le lien vers le site du Global Footprint Network en description. Je le trouve extrêmement agréable à utiliser et je sais de quoi je parle, je suis développeur web. D'ailleurs, ils ont aussi un calculateur individuel très joli et très simple, si tu veux savoir combien de planètes tu consommes. Ok, bon, on est au-dessus des limites, mais on peut redescendre en dessous, non? En effet, c'est tout à fait possible, mais la question est plutôt, est-ce qu'on veut vraiment le faire? Comment ça? Bah oui, même un enfant de 5 ans peut comprendre qu'on ne peut pas consommer 1,7 planètes pour toujours. Au bout d'un moment, ça va se casser la gueule. Nos décideurs sont au courant et ils ont des équipes d'experts pour les conseiller. T'es sûr de ça? Tu vois un début de commencement de prise de conscience sur cette courbe? Les seuls moments où on est redescendu un peu, c'est à la suite des chocs pétroliers de 73 et 79 et en 2008, après la crise économique. On n'a pas diminué notre empreinte écologique parce qu'on le voulait, mais à cause d'un dysfonctionnement de notre système économique. Prenons l'exemple du climat pour lequel on prétend faire quelque chose. Ça fait au moins 30 ans que les scientifiques hurlent à qui veut l'entendre que l'on va dans le mur, que la planète va devenir invivable d'ici la fin du siècle. Résultat, aucune inflexion dans les émissions de CO2. Pour te le prouver, voici un graphique assez parlant qui te montre la concentration en CO2 dans l'atmosphère en fonction du numéro de la COP organisée cette année. La COP. Ouais, tu sais, genre la COP 21 a donné lieu à l'accord de Paris en 2015 et en 2018 on a même organisé la COP 24 à Katowice. Ah ouais, je vois. Bon, en effet, ça n'a pas l'air de servir à grand-chose. Mais peut-être que c'est parce que les lois qui prévoient de réduire nos émissions mettent du temps à se mettre en place, non? Je pense pas. On le verra dans les solutions, réduire notre niveau de prédation sur l'environnement veut dire réduire notre pouvoir d'achat. Aucun dirigeant ne fera ça. Ça serait un suicide politique. À la place, on préfère s'occuper de choses sérieuses comme l'économie qu'on estime déconnectée des problèmes environnementaux et penser que la technologie va nous sauver. T'es contre la technologie? Pas du tout, la technologie a un rôle important à jouer dans la transition écologique, mais ce n'est pas la priorité. Toutes les solutions que l'on trouve n'ont qu'un objectif, maintenir le système existant. Un système qui, depuis 50 ans, pollue et détruit le vivant. Les technophiles peuvent dire ce qu'ils veulent, mais force est de constater que l'explosion du numérique n'a eu aucun effet sur nos émissions de CO2. C'est pas un peu pessimiste ça? Non, c'est juste un constat de la situation présente, mais on en reparlera plus amplement quand on ira dans les détails des limites auxquelles nos sociétés sont confrontées. Pour te donner plus d'éléments sur le fait que nos dirigeants n'écoutent pas les scientifiques, je te propose d'aller faire un tour du côté du très célèbre rapport au Club de Rome, plus communément connu sous le nom de rapport Meadows. Ce document, produit par des dynamiciens des systèmes, a donné naissance à un livre paru en 1972, The Limits to Growth, et propose un modèle simplifié du système Terre, le modèle World 3. Un livre? Ils en avaient peut-être pas entendu parler. Alors le machin s'est vendu à 12 millions d'exemplaires et a été traduit dans 37 langues, donc les dirigeants de l'époque en avaient forcément entendu parler. Après, en effet, les politiciens actuels ne sont pas forcément au courant.
J'aurais aussi pu te citer les rapports du GIEC pour le climat, de l'IPBES pour la biodiversité ou de l'AIE pour le pétrole, mais je vais garder un point de vue général. Souviens-toi juste qu'on est au courant des résultats de ce rapport depuis presque 50 ans. Ok, et il dit quoi ton fameux rapport Meadows? En 1972, on commence à avoir des ordinateurs à peu près corrects et l'équipe de Denis Meadows se décide à réaliser un espèce de SimCity géant de toute la planète. Les membres de l'équipe sont des spécialistes de la dynamique des systèmes et utilisent les fondamentaux de cette discipline pour créer le modèle World 3. Ils identifient 5 variables qui vont toutes s'influencer les unes les autres, qui sont les ressources naturelles, la population, la production agricole, la production industrielle et la pollution. Ils paramètrent tout ça pour que leur modèle colle aux données réelles entre 1900 et 1970 et appuient sur Play. Alors grande surprise, le modèle projette un effondrement de la population au cours du XXIe siècle. L'équipe de Meadows prépare alors 11 différents scénarios dans lesquels on applique diverses solutions plus ou moins réalistes comme un doublement des ressources, un fort taux de recyclage, une pollution divisée par 4, un doublement des rendements agricoles, un contrôle de la natalité ou encore la mise en place d'un PIB mondial maximum à ne pas dépasser. Ouais, genre transition de ouf, on s'y met à fond. Et avec tout ça, lorsqu'on met en place toutes ces solutions, le modèle donne un 12e scénario où la population reste stable et l'effondrement est évité. Ah bah voilà, tu vois que t'es pessimiste. Seulement si on applique toutes ces solutions avant 1975. Et merde. Ce n'est qu'un modèle informatique, ce n'est pas la réalité, hein, mais je voudrais te montrer les scénarios 1 et 2 qui sont les scénarios dits business as usual, que nous semblons suivre jusqu'à présent. Dans le scénario 1, tu peux voir que tout va bien dans le meilleur des mondes jusqu'à la décennie 2020 où, par manque de ressources, les productions industrielles et agricoles s'effondrent, suivies par la population qui commence à décliner en 2030. Dans le scénario 2, on double les ressources naturelles. On voit que le système arrive à se maintenir plus longtemps, mais comme on l'a dit plus tôt, il est impossible d'avoir une empreinte écologique qui reste éternellement au-dessus de la biocapacité de la planète. Et dans la biocapacité, il y a la quantité maximale de pollution que l'environnement peut absorber. Dans ce scénario, la population s'effondre vers 2050 de manière beaucoup plus violente, cette fois à cause de la pollution qui devient insupportable. 2030 ou 2050. C'est dans pas longtemps ça. Donc si je comprends bien, on a le choix entre mourir parce qu'on a plus de ressources ou parce qu'on pollue trop. C'est pas la joie ton délire. Ça reste un modèle informatique qui simplifie le monde et qui a donc des limites. Pour n'en donner que quelques-unes, les ressources non renouvelables sont agrégées en une substance générique mesurée en unités de ressources. On ne fait pas la distinction entre le pétrole, le charbon et les différents métaux. La pollution aussi englobe tout et ne différencie pas les pesticides, des gaz à effet de serre ou des déchets nucléaires. Et puis, il y a aussi des approximations sur le stock de ressources ou par exemple sur l'effet de la pollution sur la production agricole. Enfin, en 1972, les auteurs du rapport n'avaient pas l'information dont on dispose aujourd'hui sur le changement climatique, donc ce problème n'est pas inclus dans leur analyse. Ah oui, donc le changement climatique vient se rajouter au-dessus de ça? Ça sent pas bon ton histoire. Bon, et avec toutes ces simplifications, il est solide leur modèle? Ah, il a été vérifié en 2012 par l'Australien Graham Turner et il semblerait qu'on suive particulièrement bien le scénario 1. Je vais me répéter pour que ce soit bien clair, mais ceci n'est pas une prédiction de l'avenir. C'est une projection faite par un modèle informatique. Projection que l'on a à peu près suivie au moins jusqu'en 2012, mais projection quand même. Pas de prédiction ici. Ok, donc ce que tu essayes de dire, c'est qu'on peut paniquer, mais pas trop quand même. C'est exactement ça. Et après 2012, parce qu'on est en 2021 là, ça fait presque 10 ans quand même. Malheureusement, j'ai pas trouvé d'actualisation plus récente, mais si tu fais tes propres recherches et trouves quelque chose, je veux bien que tu le mettes en commentaire. Bref, tout ça pour dire que des rapports alarmants comme celui-là, il y en a des dizaines, certains très sérieux, d'autres un peu moins, mais tous sont ignorés par nos dirigeants qui préfèrent se concentrer sur l'économie. On va en rester là pour l'instant et résumer tout ça parce que on a quand même vu pas mal de choses. On a tout d'abord commencé par définir les différents termes effondrement, collapsologie et collapsologue.
L'effondrement se réfère à la perte de maîtrise et à la simplification de notre société suite à diverses crises provoquées par un manque de ressources et ou les conséquences de nos pollutions. La collapsologie, qui n'est pas une science, est un champ d'études transdisciplinaire qui regroupe les sciences relatives à l'effondrement. Pour ne donner qu'un exemple, on pourrait y inclure les sciences qui étudient le climat. Et un collapsologue est une personne qui étudie ou est intéressée par la collapsologie. On s'est ensuite penché du côté des thèses collapsologistes qui font le constat que nos sociétés transforment la nature en déchets, et ce à une vitesse beaucoup trop importante pour que l'environnement arrive à suivre. Puis on a défini les notions d'empreinte écologique et de biocapacité. La première représente notre emprise sur l'environnement et se qualifie en termes de ressources prélevées, de pollutions émises et de dégradation perpétrée. La biocapacité représente la capacité qu'a l'environnement à renouveler ses ressources, à absorber ses pollutions et à réparer ses dégradations. On a vu que l'empreinte écologique peut dépasser la biocapacité, ce qui va alors diminuer. Surtout, et c'est le point majeur de cet épisode, donc si tu ne dois retenir qu'une chose, c'est ça, on a vu que l'empreinte écologique ne peut pas rester éternellement au-dessus de la biocapacité. Elle doit repasser en dessous pour que le système retrouve un nouveau point d'équilibre. Partant de ce constat, on a découvert les trois éléments essentiels à un effondrement, à savoir une croissance forte, un dépassement des limites et une inertie sociétale nous empêchant de repasser volontairement en dessous des limites. Et on a vu que nos sociétés cochent a priori ces trois cases. Enfin, on a rapidement évoqué le célèbre rapport Meadows, un travail de dynamique des systèmes sorti en 1972 qui projette le futur de nos sociétés au travers de 12 scénarios. Nous suivons actuellement les scénarios 1 et 2, dits du business as usual, qui entrevoient un effondrement dans les années 30 par manque de ressources ou beaucoup plus violent autour des années 2050 pour cause de pollution. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'ici. Si vous voulez plus d'infos sur les notions d'empreinte écologique et de biocapacité, je recommande chaudement cette interview en anglais d'Arthur Keller qui parle de tout ça beaucoup mieux que moi. Dans le prochain épisode, on va rentrer un poil plus dans le détail en parlant de climat et d'énergie avant de consacrer 3 épisodes aux solutions. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter pour faire comprendre à l'algo de YouTube que j'existe. Il ne vous aura pas échappé que je ne suis pas polonais et je préférerais interagir avec vous en anglais dans les commentaires. Pour être au courant de la sortie des prochains épisodes, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche. Je suis développeur web basé sur Varsovie à la recherche de projets écologiques. Si ça vous intéresse, je vous laisse l'adresse de mon site personnel en description de cette vidéo pour pouvoir me contacter. Le script de cette vidéo a été traduit en polonais depuis le français par Katarzyna Udrecka, une traductrice engagée dans la lutte écologique. Les graphiques et animations ont été réalisés par Władysław Krawiec. Les liens vers leur site perso sont dans la description. Merci encore et à la prochaine.